Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 2 d'un podcast à Bethel. Et aujourd'hui, je vous préviens directement, on va partir en voyage à travers l'Europe dans cette émission. Et pour m'accompagner dans ce voyage, il y a tout d'abord Mélissa. Salut. Et il y a nos premiers invités dans l'émission, ceux qui seront nos guides durant ce voyage, Naomi et Étienne. Salut. Coucou. Toi qui nous écoutes, j'espère que tu vas bien. Et si jamais ce n'est pas le cas pour X raisons, si jamais tu as une semaine un peu difficile, une journée un petit peu pourrie, ça arrive, bien je te conseille de bien t'installer. Que tu sois chez toi, dans le train, en voiture, où que tu sois en fait. Installe-toi, on est parti pour 1 heure d'émission, tranquille. Et on commence tout de suite avec la première partie, c'est les actus. Les actus, c'est donc la première partie de notre émission où on va parler d'actualité chrétienne ou en rapport avec le monde chrétien. Et depuis la dernière émission, il s'en est passé des choses. Alors Naomi et Étienne, je vous le précise, sachez que vous pouvez intervenir à tout moment si jamais vous voulez réagir à l'une ou l'autre des actus. Mélissa, je me tourne vers toi. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh oui, c'est à toi. Moi, je vais parler de la libération d'otages chrétiens à Haïti. Donc le 16 octobre dernier, alors qu'ils étaient en mission humanitaire, 17 chrétiens de l'organisation Christian Aid Ministries et leurs enfants ont été capturés par un gang nommé 400 Mavozo. Voilà, je sais pas si je le prononce bien. Parmi les otages, il y avait un bébé de 8 mois et 4 jeunes enfants. Pour les libérer, le gang demandait $1 million par personne. Des négociations ont eu lieu et ont permis fin novembre de libérer 2 premiers otages, puis début décembre d'en libérer encore 3. Et plus récemment, le 17 décembre, le site Christian Aid Ministries a annoncé la libération des 12 restants. Donc même si on ne connaît pas les conditions de libération exactes des otages, ni à quel moment ils ont été libérés, ce que l'on sait, c'est qu'ils sont sains et saufs et maintenant en sécurité. Donc si on va sur leur site, on retrouve tout un tas de remerciements, mais également un mot qui a été écrit pour les preneurs d'otages, que je vais lire. Nous ne connaissons pas tous les défis auxquels vous faites face. Nous croyons que la violence et l'oppression des autres ne peuvent jamais être justifiées. Vous avez causé beaucoup de souffrance à nos otages et à leurs familles. Cependant, Jésus nous a enseigné par la parole et par son propre exemple que le pouvoir de l'amour qui pardonne est plus fort que la haine. Par conséquent, nous vous accordons le pardon. Les otages vous ont dit clairement comment vous pouviez être pardonnés par Dieu si vous choisissez de vous repentir. Notre désir est que vous et tous ceux qui entendent ou lisent cette déclaration puissent parvenir à la connaissance salvatrice de Jésus-Christ, notre Sauveur, le Fils de Dieu et le Prince de la paix. Jésus est mort pour nous tous afin que tous puissent être sauvés. Je précise juste que Christian Aid Ministries, c'est une organisation du coup à but non lucratif qui s'occupe justement d'envoyer des aides humanitaires un petit peu dans le monde, dans les pays défavorisés, tout ça. S'occupe d'envoyer des missionnaires aussi pour parler de Dieu, etc. Donc c'est vraiment une ONG qui a beaucoup de missions différentes. Et c'est vrai que cette mission en Haïti, là, elle a été assez terrible, parce que les 17 otages, je pense qu'ils étaient pas bien. Mais grâce à Dieu, grâce aux prières, ils ont pu être libérés. Je pense que c'est l'essentiel, n'est-ce pas ? Oui. Merci pour ce oui. Alors moi je vais vous parler d'une actualité maintenant américaine. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment aux États-Unis il y a une grosse vague de tornades qui a sévi, notamment dans le Kentucky. Et la plus grosse de ces tornades, elle a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 décembre dernier. Pour vous donner un ordre d'idée, elle a parcouru plus de 350 km. 350 km, je pense que ça fait un truc comme Strasbourg-Nancy ou Strasbourg-Thionville, quelque chose comme ça, quoi. Et forcément, sur les 350 km, elle a tout détruit. Des usines ont été détruites, des maisons ont été détruites, des villages presque rasés. Et malheureusement, il y a eu pas mal de dégâts matériels, mais aussi des dégâts humains. C'est dans ce contexte-là, dans la petite ville de Bremen, dans le Kentucky, que Jordan Bays, accompagné de sa sœur, revient dans sa maison après la tornade, pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être, pour voir comment était l'état de sa maison, etc. Enfin voilà. Et c'est à ce moment-là qu'intervient quand même une chose incroyable, c'est que Jordan, parmi les décombres dans sa maison, il y a un piano à queue. Ce piano, il a été touché par la tornade aussi, il y a des touches qui sont parties en l'air, il y a des marteaux qui frappent plus sur les cordes, enfin bref, c'est un peu... il est désaccordé aussi. Mais pourtant, Jordan Bays va se mettre à jouer à ce piano un chant chrétien qui s'intitule There's Something About That Name. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à ce moment-là, au moment où il joue ce morceau, il y a sa sœur qui est derrière et qui est en train de le filmer en scred. Lui, il est pas au courant. Et c'est assez...
On a le lien vers la vidéo, on vous le met dans la description du podcast, je vous conseille vraiment d'aller la voir. En gros, dans la vidéo, vous avez juste les décombres, une maison qui n'a plus de toit, des débris mais partout. Et il y a juste un moment, le son du piano qui résonne, et là on voit juste Jordan qui est en train de jouer. Je trouve que c'est un moment assez irréel en fait. Je me dis, le mec il a tout perdu, enfin en tout cas toute sa maison, et le gars la première chose qu'il fait quand il revient, il va à son piano, il se met à jouer à un air chrétien pour rendre gloire à Dieu, quoi. Et forcément, la vidéo, elle a fait le tour du monde. Elle a fait le tour des réseaux sociaux. Il y a plus de, je sais pas, des centaines de milliers de vues, etc. Donc ouais, là, vraiment, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'aller voir cette vidéo pour vous faire une idée par vous-même. Moi, j'avoue que la première fois que j'ai été la voir, j'étais un peu scotché. Et ce que j'aime, c'est que on aurait pu se dire, ouais, le mec, il fait une vidéo, elle a des centaines de milliers de vues, le mec va peut-être prendre la grosse tête, sauf que non. Il a un Facebook, ce Jordan, et il a réagi sur Facebook à l'ampleur que prenait tout ça. Et je vais vous lire son mot. Il dit: j'ai passé la majeure partie de la journée à parler à un média après l'autre. BBC News, NBC, ABC, il y a plein de trucs en si aux États-Unis. Plus d'une fois, je me suis senti coupable d'avoir regardé une caméra de télévision toute la journée. Et partout, une vidéo de moi jouant d'un piano endommagé par l'eau avec des touches collées. Ensuite, j'ai reçu beaucoup de messages, d'encouragement, de soutien, de remerciements venus du monde entier. Ce qui était censé être un moment de réflexion privée semble avoir apporté paix et perspective à beaucoup. Seul Dieu peut le faire, les amis. Je suis honoré d'avoir eu l'opportunité de partager ma foi avec tant de personnes dans une période aussi difficile. Je prie toujours pour notre précieuse petite communauté. Voudriez-vous me rejoindre ? Et je trouvais ce mot incroyable, quoi. Franchement, Jordan, je sais pas si tu tomberas un jour sur ce podcast, mais t'as vraiment fait un truc de ouf. Et... en cas de tornade, il faut se planquer sous le piano, du coup. Ouais, c'est ça. Vu qu'il était encore là, c'est ça, c'était le bon plan, exactement, ouais. J'ai une deuxième petite actu parce qu'on a le temps. Je vais vous parler de la distribution de soupe gratuite du centre évangélique Concordia de Tourcoing. Alors ça va être assez rapide, mais c'est une bonne œuvre que je voulais mettre en lumière. Le principe c'est simple. Depuis le 24 novembre et jusqu'au 16 mars, tous les mercredis soirs, au centre évangélique, il y a une distribution de soupe, de sandwich, il y a des moments d'échange. Alors forcément, ces moments-là, c'est plutôt destiné à ceux qui sont sans abri, ceux qui n'ont pas beaucoup de nourriture, ceux qui peuvent peut-être parfois même pas manger, se payer à manger, les gens en difficulté, mais c'est aussi destiné à ceux qui ont juste envie de parler de Dieu. Selon le pasteur, en tout cas, il y a des gens qui ont juste envie de parler de Dieu et qui viennent échanger, avoir des questions aussi dans ces moments-là. J'ai même vu que sur Facebook, on voit qu'ils organisent des campagnes d'affichage dans toute la ville de Tourcoing et tout, tu vois. C'est cool, tu vois, c'est une chouette initiative et je me dis que ça peut donner des envies à d'autres églises, hein. Je me dis, si jamais notre conseiller d'église nous entend... pourquoi pas ici à Bethel, organiser une distribution de soupe gratuite. Enfin, en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je voulais mettre en lumière parce que je trouvais ça intéressant. Et puis, je pense qu'il faut mettre en lumière ce genre de bons projets. Il n'y a pas un intérêt derrière en mode, oh, on va parler de nous, on va faire ce genre de choses-là, mais juste un projet pour aider les autres, comme nous enseigne la Bible, en fait. On aide les autres, on partage notre amour de Dieu aux autres, et puis c'est tout, quoi. Est-ce que vous avez eu déjà des sortes de petites initiatives comme ça dans les églises que vous avez fréquentées ou pas ? Non, enfin pas dans une église avec un nom en particulier, ouais. Mais avec une amie quand il y avait eu une canicule à Strasbourg. Alors je sais plus quelle année exactement c'était. Il y a pas longtemps ça. Il y a pas très longtemps, ouais, okay. Ouais, il y a 2 ans ou 3 ans. Ouais, ça doit être ça, ouais. On avait préparé de l'ice tea et en fait on allait le distribuer aux SDF, ceux qui mouraient littéralement de soif. Et puis d'autres actions aussi, ou plus personnellement, quand je voyais quelqu'un de blessé dans la rue à une période, j'avais, je dirais pas mission, mais envie en tout cas de prier pour ces gens-là. Et c'était particulièrement les gens avec un plâtre à la jambe. Ok, pourquoi ? C'est marrant ça. Je sais pas. Et en fait, j'en croise beaucoup. À une période, je faisais ça et c'est un autre besoin, mais aussi essentiel, je dirais. Et du coup... Naomi lance des actions dans son coin, des initiatives dans son coin. Si jamais vous avez un plâtre et que vous croisez Naomi, attendez-vous. Vous pouvez demander la prière. Voilà, c'est ça, n'hésitez pas. C'est ça. Bon, on va passer maintenant, je pense, à la partie invitée. C'est parti, jingle. On a la joie aujourd'hui de pouvoir recevoir nos premiers invités dans l'émission, Naomi et Étienne. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, notre proposition de venir. Vous n'étiez pas obligés de dire oui, mais vous l'avez dit. C'est ça. Ça, c'est la version officielle. C'est pas ce que j'ai... On va donc partir dans un voyage long de plus de 2500 km à travers l'Europe. Mais avant qu'on parle du voyage en lui-même, on va d'abord parler de ce qui s'est passé
avant le voyage. Et donc, je vous propose, Naomi et Étienne, d'abord de vous présenter peut-être à tour de rôle chacun. Qui êtes-vous? D'où vous venez? Votre parcours, tout ça, quoi. En général, c'est toi qui commences, mais... Honneur aux femmes, hein. Tu te débrouilles plutôt bien. Alors, je m'appelle Naomi, j'ai 33 ans. Ça fait 4 ans qu'on est mariés. Alors, je rigole parce que des fois, j'ai des doutes. J'ai encore dû compter. Sur les dates. Donc, voilà, ça arrive. Je suis la dernière d'une fratrie de 4 enfants avec donc 3 grands frères. J'ai grandi dans une église ménonite jusqu'à l'âge de 18 ans et ensuite je suis partie pour faire mes études à Strasbourg et à Lyon. Après j'ai un petit peu bougé pour le travail. Du coup j'ai fréquenté d'autres églises aussi entre-temps. Est-ce que dans les églises que tu avais fréquentées, tu avais un service en particulier ou quelque chose comme ça? Je faisais la louange. Très bon choix. Et je me suis aussi occupée des préados pendant une période. Il me semble que tu m'as dit que tu étais partie aux États-Unis aussi. Oui. Un petit peu. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui. C'était en 2015. Je suis partie faire l'école des Cageless Birds. L'école s'appelle 18 Inch Journey. Donc en fait, ce titre vient de... La journée 18 pouces. La journée 18 pouces, c'est comme ça que Étienne l'appelle. En fait, c'est en gros la taille qu'il y a entre le cerveau et le cœur. Ok, humainement d'accord. parlant. Et ça fait 18 inches ou pouces. Système impérial, du coup. Ouais, c'est ça, c'est le système En de mesure. centimètres, 54, je ne sais pas. Et, on ne sait pas non plus. Hein. Voilà. Je vais vous dire. Faut vite calculer. Et donc l'idée, c'est que ce qu'on reçoit, au lieu que ça reste stocké dans la tête et dans le cerveau, que ça descende vers le cœur et qu'on l'intègre pleinement. Et pour arriver à ça, on utilisait beaucoup la créativité. Quand j'y étais, il y avait déjà de la poterie, il y avait de la danse. Tu peux faire n'importe quelle activité. L'idée, c'était de trouver une intimité avec Jésus dans n'importe quoi. Que ce soit dans la nature, que ce soit dans la musique, dans un film ou en faisant de la poterie. Et de voir comment lui te parle au travers de ce que tu fais au quotidien. Et moi, je voudrais savoir du coup, qu'est-ce que toi tu as trouvé alors là-dedans? Tu fais de la poterie, tu as fait de la musique, qu'est-ce qui t'a inspiré finalement? Qu'est-ce qui m'a inspiré? Je pense que c'est d'avoir le courage de présenter des choses qui te sont hyper intimes parce que comme on était beaucoup accompagnés par des leaders, c'est forcément des moments où il y a beaucoup de remises en question, où il y a beaucoup de choses qui sont déconstruites sur ta foi, des idées, des attentes, ou même sur toi-même et les autres, parce que le but c'est d'être aussi le but c'était d'être en communauté. T'es aussi confronté aux réactions des autres. Tu viens de milieux différents en fait. Ouais, ça doit pas toujours être évident. Faut concilier en fait chaque truc, c'est ça? Ouais. L'idée c'était aussi de nous transmettre des outils de communication. Parce que l'école, leur but, c'était qu'on réussisse notre vie personnelle. Et du coup, ça changeait un peu de ce que moi, j'ai pu entendre dans mon parcours chrétien. Basique, enfin entre guillemets. Basique. En gros, tu fais une école, mais tu reviens et tu sers, quoi. Et t'es transformé. Ouais, t'es censé être génial quand tu reviens. Et là, en fait, cette école, en tout cas, ça m'a vraiment appris l'humilité. Tu te rends compte que tu connais pas grand-chose de la vie et que t'as tout un chemin à parcourir et t'as le droit de prendre ton temps et de pas savoir et de te tromper. Peut-être que ça fait aussi partie de la culture américaine d'avoir le droit de se tromper. Ouais, peut-être plus qu'ici, peut-être. Voilà. Et ça, je pense que ça m'a fait du bien, en fait, de me dire que Dieu et Jésus aussi, tout simplement, te rencontrent dans tes erreurs. Ouais. Il vient te relever dans tes erreurs, dans tes faiblesses, etc. Ouais. Quoi. Okay. Et d'avoir le droit de réussir aussi, d'accepter la réussite, les compliments des autres, le regard des autres. Tout en restant humble, du coup, c'est ce que tu disais. C'est ça, l'humilité. Ouais. T'es resté combien de temps là-bas? 2 mois. 2 mois intenses. Étienne, je te laisse la parole maintenant. Alors, moi je m'appelle Étienne, voilà. C'est pas nouveau. J'ai 30 ans, le dernier d'une fratrie d'un frère et d'une sœur. Je suis le petit dernier. Donc j'ai aussi découvert l'église par ma mère en grandissant. Alors j'ai que de très anciens souvenirs. Je pense que j'y allais majoritairement avec elle entre mes 6 et 10 ou 11 ans. Ah ouais, d'accord. Ça. Et après, plus rien. Voilà. Du coup, j'ai fait mes études dans l'informatique à partir de 18 ans en alternance. Et ensuite, depuis mes 24 ans, ça a été beaucoup de voyages et d'allers-retours. De road trip, tout ça. Ouais, okay. Voilà. Jusqu'à ce que je rencontre Naomi
Et là, ça t'a calmé. Je l'ai entre deux voyages, je l'ai rencontré. Voilà, entre deux. Mais non, ça m'a pas spécialement calmé. T'es parti de l'église à l'âge de 11 ans, c'est ça que tu nous as dit? Parti, pas vraiment, mais j'y suis plus allé. Ouais, on va dire. Ouais, c'est une bonne formule, je trouve. Ouais. On en parlera un peu plus tard dans l'émission de pourquoi, comment, mais ouais, ça va être un sujet intéressant, je pense. L'informatique, c'est une passion depuis petit aussi? Ouais, depuis, pareil, à peu près le même âge. Okay, il y a peut-être un lien du coup. Non, non, c'est pas vrai. Ça. Les parties de World of Warcraft. On peut être informaticien et aller à l'église. Rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais vous poser la question, d'où ça vous vient cet intérêt pour le voyage? Peut-être l'informatique. En fait, non. On adore la nature quand on est informatique. Mes parents partaient beaucoup déjà en voiture quand j'étais gamin. J'essaye, il y a peut-être plusieurs raisons, mais peut-être la première. Et j'aime bien aussi tester, voir d'autres choses. J'aime bien tester s'il y a quelque chose qui m'intéresse, que quelqu'un m'a un petit peu infusé, j'y vais. Quelles ont été tes destinations? Alors la première, c'était tout seul. Je suis parti en Asie du Sud-Est. Je suis arrivé en Thaïlande et j'étais parti pour 3 mois. Donc je suis parti en octobre et le but c'était de rentrer pour Noël, commencer un petit peu petit, 3 mois. Okay. Quand tu te lances dans quelque chose que tu connais pas et que tu fais un nouveau test. C'est la première fois que tu étais tout seul en plus, quoi. C'est ça. Ouais, 3 mois, c'est déjà pas mal comme tu dis. Et tout seul, c'est la question que tu te poses avant de partir. Donc je suis arrivé en Thaïlande, je suis parti pour 3 mois. Donc j'étais en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, en Malaisie, à Singapour. Je suis allé voir un cousin en Australie. À cette époque-là, je regardais juste la carte pour évaluer les distances. Donc je pensais que après avoir traversé en 12 heures quasiment la moitié du monde, le tout petit trajet qui me restait entre la Malaisie et l'Australie, c'était pas grand-chose. Je m'attendais à 3-4 heures de vol. Ouais, voilà. La carte n'est pas vraie. Voilà, c'est ce jour-là où j'ai réalisé que les distances, les échelles sur les cartes, les maps monde sont pas les bonnes. Et ouais, donc voilà, je me suis retrouvé à faire 8 heures de vol. Je suis arrivé jusqu'en Australie. Ensuite, je suis revenu et je suis rentré en France. Déjà une bonne première expérience. C'est ça. Et toi, Naomi, du coup? Mon premier voyage, c'était à Madagascar, je crois, puisque ma mère est malgache et mon père est corse. Donc voilà, il y a peut-être le goût de l'aventure et des îles et du soleil, je sais pas. Ouais. Mais j'ai pas voyagé comme ça solo comme Étienne. C'était plus des voyages avec des copains, copines, des voyages d'été, quoi. Ce pourquoi vous êtes là principalement ce soir, c'est pour nous raconter votre périple européen à deux. J'aimerais d'abord qu'on parle un petit peu de la genèse. Est-ce que vous pourriez nous dire, du coup, les raisons, les attentes, les objectifs, pourquoi avoir décidé de faire ce voyage à deux? À deux parce qu'on était mariés. On pouvait plus se débarrasser l'un de l'autre, c'était trop tard. Mais c'était quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis qu'on s'est rencontrés, je pense, parce que c'est peut-être aussi ça qui nous a attirés l'un à l'autre, le goût pour l'aventure et de ne pas rester dans sa zone de confort, d'aimer rencontrer l'autre. Comment on prépare un voyage comme ça? Vous trouvez quelqu'un comme Étienne, une tête chercheuse, qui te fait un programme et toi tu suis. Tu poses des petites limites par-ci, par-là. Comment ça se prépare? C'est compliqué parce que tu fais face à plein d'imprévus et ça dépend du timing. Là, avec le Covid, voilà. Tu te prévois un timing plus ou moins, alors c'est jamais très fixe, mais nous, quand on s'est rencontrés, on s'était dit, bon, ce serait bien de partir voyager avant de se poser pour de bon. Comme on avait chacun voyagé de notre côté, c'était bien peut-être faire un petit kiff à deux. Comment ça se prépare trouver la date, c'est à peu près déjà le bon plan. Donc là, on était à 2 ans avant la date de départ. Ah ouais, on l'a fixé, on s'est donné à peu près, parce qu'on venait de se rencontrer, on venait de se marier, on venait d'arriver ensemble, on pouvait pas tout de suite dire repartir. On enchaîne. C'est ça, voilà. Donc pour le boulot, tu peux pas quitter ton taf tous les 2 ans. Enfin, tu viens de prendre un boulot, tu repars. Puis d'économiser aussi, tout simplement. Économiser aussi. Vrai, ouais. Donc là déjà la date c'est la première des choses. Il y a le programme. Où est-ce que tu vas aller? Dans quelle zone du monde tu vas aller? Parce que vous êtes parti jusqu'en Grèce, ça même au-delà. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller en Grèce, à part des Miss Roussos peut-être? Référence que les moins de 40 ans ou 30 ans. Déjà il y a eu l'effet Covid. On voulait rester dans l'Europe pour s'assurer qu'en cas de confinement ou quoi, on puisse retourner assez vite chez nous. L'Europe, c'est la maison. Et puis, il y a ce qu'on appelle les Eurovélos. Ce sont des routes comme ça, les pistes cyclables. Oui, c'est ça. Okay. Des tracés. Qui sont faits, en fait, et que tu n'as plus qu'à suivre. Tu n'as plus qu'à pédaler, ouais. Ouais, voilà. Okay. C'est ça. Entre autres. La Grèce, c'était la première étape, le premier stop, justement, qu'on s'est donné avec le Covid. On s'est dit que c'était un bon objectif, premier objectif. Surtout qu'on partait à vélo.
On était cycliste pour aller au boulot, mais Ouais. pas Pour aller en Grèce. C'est ça, on n'était pas cycliste de randonnée, donc c'était déjà un bon premier stop. Et je trouve que c'est déjà ambitieux en vrai. La Grèce, enfin, comme dit. Et le vélo, c'était un choix pour peut-être aller plus lentement ou ce genre de choses-là. Ouais. C'est ça. Étienne avait pris déjà tellement l'avion dans sa vie qu'il voulait plus trop se faire téléporter d'un pays à l'autre. Et ça, c'était quelque chose qu'on avait en commun, de se dire, de découvrir une culture au fur et à mesure que tu changes de pays, de département, etc. Ouais, même de département, tu as raison de préciser, hein, parce qu'en France, il y a beaucoup de choses à découvrir. On va maintenant parler peut-être un peu plus du voyage. Vous êtes parti quand? Dites-nous. On est parti le 1er juillet. 2021. C'est 2021. 2021. Il y a eu un regard un peu bizarre. Covid qui me perturbe. C'est le Covid, voilà, c'est ça. Depuis combien de temps? Donc vous êtes parti 1er juillet 2021, donc après un long temps de préparation. Vous êtes parti d'Alsace, c'est ça? d'Orbourvire, exactement. Ah oui. Et on a tout de suite pris la piste cyclable sur la digue, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et c'était parti? C'était parti. Ouais. C'est la première fois qu'on roulait les vélos chargés. Ça faisait bizarre. On n'avait même pas fait de test avant. On est parti. À un moment donné, tu fermes la porte et t'y vas. Alors comment ça s'est passé? Les douleurs? Oui, c'est vrai. Les douleurs. Le mal dans les jambes? Non, la première semaine était très difficile parce que c'était, j'allais dire la saison des pluies, mais... Non, la mousson alsacienne. La mousson alsacienne, donc voilà, c'était pluie diluvienne et... Ouais. On était parti en juillet pour le beau temps et on est tombé une année où il a plu pendant des jours et des jours. Ouais, c'est vrai que cet été était vraiment pas fameux, quoi. C'est ça. Franchement. Donc en fait, les premiers jours étaient cool le long des canaux en Alsace. On avait juste un peu mal, forcément. Ouais, moi j'avais beaucoup mal. Le temps de J'avais s'habituer. beaucoup m'arrêter. C'est ça, le temps de prendre le rythme, le temps de comprendre comment ton corps fonctionne. Première fois aussi où tu cherches un endroit où camper, etc. etc. Donc les premiers jours, il faisait beau en Alsace. On avait juste la douleur. Et après, c'était l'horreur avec la pluie. Après, on n'a pas été très malin non plus parce qu'on a utilisé Google comme GPS. Et ça ne prend pas en compte beaucoup de choses comme l'altitude. Ah, les dénivelés, tout ça. Voilà. Oui. Et du coup, on est passé. Notre premier stop, c'était à côté de Chambéry. Dans les Alpes. En Savoie. C'est ça. Okay. À Méry, pour être exact. Et en fait, on est passé par le Jura. Donc, on a fait 1400 mètres. Enfin, on est arrivé au Mont d'Or, en fait. Quand on a vu le panneau Mont d'Or dans le Jura avec les vaches, on s'est dit, bon, on est peut-être un peu... Quand t'arrives à une station de ski alors que t'es parti des canaux en Alsace, c'était... Ouais. En fait, il faut avoir plutôt une carte, mais en gros... Le fait d'avoir suivi le GPS, lui, il a pris tout droit dans la montagne, tout droit dans le Jura français, suisse, au lieu de nous faire longer le Doubs jusqu'en Savoie. Ouais, en fait. parce que c'est vrai que la vallée du Doubs était beaucoup plus calme, je pense, et beaucoup moins. Mais ça, tu l'apprends souvent sur le tas. après le fait. Mais du coup, le Jura, c'était beau. Vous êtes arrivé quand même jusqu'à Méry, du coup. Première semaine assez chaotique. Est-ce que moi, à votre place, je me serais peut-être dit, oh là là, direct, je pars en voyage, ça se passe trop mal, je suis découragé, tu vois. Est-ce que ça a été votre cas, par exemple? Oui. Ouais, la première semaine, une fois arrivé à Chambéry, c'était... Ouais. Il y a eu des moments où tu pleures, quoi. Hein, parce que, en fait, comme disait Étienne avant, tu apprends aussi comment ton corps fonctionne et il faut bien s'alimenter. Et en fait, à vélo, tu te dépenses tout le temps, donc tu manges tout le temps. Ouais. Et ça, t'es pas habitué, en fait. Et du coup, si tu fais pas assez de pauses ou si tu manges pas assez... tu craques, ce qui est normal. Une grosse partie mentale, hein, quand tu t'alimentes pas. C'est très vélo, mental, en fait. Il y a beaucoup de mental. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir? Je sais même pas. Ouais. Non, pas le choix. Il faut trouver une solution. Ouais. C'est ça. Et peut-être que tu as un peu l'instinct de survie qui prend le dessus, entre guillemets. Hein. Fallait trouver une solution et quand tu cherches, tu t'en trouves une et finalement ça passe. Et puis ton corps et ton mental se fait à l'exercice physique, mais pas que ça, à la demande que ça représente. La demande en calories, tout ça. Ouais, en termes d'énergie, quoi. Vous arrivez à Méry, première étape. Vous restez un petit peu là-bas pour vous reposer, je pense, après toutes ces péripéties. Pour trouver une solution. Comment traverser les Alpes. Et du coup, cette solution, vous la trouvez, c'est la Via Rona, c'est ça? Ouais. La Via Rona, c'est comme une piste cyclable alors encore, je suppose, qui descend jusqu'en Italie, ou peut-être un petit peu avant. Jusqu'à Arles. Vous arrivez en Italie, là, je crois qu'il y a une petite difficulté. Autant vous êtes parti sous la pluie, autant vous arrivez en Italie sous une grosse température, je crois. Ce que disait aussi Étienne à un moment, c'est que tu dois tout le temps t'adapter quand tu voyages. Et ça, on l'a vite compris, c'est accepter tes limites, accepter que des fois ton itinéraire change, surtout en temps de Covid. Et du coup, là, c'était les grosses chaleurs. Et en fait, on s'est dit, si on descend
vers le sud de l'Italie, on va vraiment souffrir déjà. Ça sera encore plus chaud. Voilà, et là on souffrait déjà beaucoup, donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas rouler entre 11h et quasiment 17h. Les pistes cyclables étaient très peu isolées du soleil, très peu à l'ombre. Et donc du coup, t'étais en plein soleil toute la journée. Donc du coup, on l'a traversé d'ouest en est. Ok, donc la partie nord, quoi. Tout ce qui est Turin, tout ça par là-bas, c'est ça. C'est ça. Et vous êtes arrivé donc jusqu'en Slovénie. Et là, il va y avoir une histoire de ouf en Slovénie. J'adore cette histoire. Là, en fait, on pourrait même limite croire que c'est le début d'un conte, tu vois. La Slovénie et le château. C'est un truc. Donc, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce projet pour expliquer aux auditeurs vous arrivez en Slovénie. Et vous aviez en tête un projet à aller aider des gens dans un château en rénovation, c'est ça ? En fait, l'idée de notre voyage aussi, c'était de faire plus de rencontres, le plus de rencontres possible, mais des rencontres qualitatives. Et donc, on s'était dit, pourquoi pas aider des gens qui ont des projets. Donc, il y a un site comme ça qui s'appelle HelpX pour aider un inconnu, en gros. Okay. Donc, c'est des particuliers qui déposent une annonce et qui disent, voilà, moi, je fais ci ou ça, j'ai construit une maison, j'ai besoin d'aide et... C'est un peu le Tinder. Je lance un podcast, j'ai besoin d'un coup de main, voilà, besoin de 2-3 personnes. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur ce projet en Slovénie. Puis ça cochait un peu beaucoup de cases passion. Donc il y avait le côté informatique pour Étienne. Ok. Ils avaient un voilier. Donc pour Étienne, encore une fois, est-ce que moi j'ai le mal de mer ? C'est Naomi qui a trouvé l'annonce, c'est pas moi. C'est vrai. J'ai à le préciser quand même. Voilà, L'annonce, vous l'aviez trouvée avant votre départ ou c'est sur la route ? En plein milieu, en Italie. C'est sur la route que vous avez décidé ? Ah ouais, ok. Donc en gros, c'est le propriétaire avait racheté un château version slovène, c'est pas un château à l'alsacienne. Très grande maison en pierre sur 500 mètres plus carrés. Peut-être style manoir alors, comme on connaît chez nous, ce genre de choses-là. Ouais, c'est plus un manoir, en plein milieu de la forêt. C'est un ancien terrain d'entraînement militaire, donc c'est vraiment très perdu dans la forêt. Vraiment dans la forêt. On le sent. À flanc de montagne. Du coup, quand on a trouvé l'annonce en Italie, on a fait une visio avec le proprio. Et on a appris à ce moment-là qu'en fait, il avait besoin d'un coup de main parce qu'il avait loué son château pour une émission de télé. Voilà. Et donc, du coup, il avait besoin d'un coup de main pour le nettoyer, le préparer et le garder le temps que lui puisse partir avec son employé qui vivait aussi sur place. Faire du voilier. Et donc, vous êtes resté là-bas combien de temps ? 3 semaines en tout. 3 semaines. Donc, vous avez vécu dans cette communauté. C'est ça. 3 semaines. Qu'est-ce que... Communauté, j'aime bien ça. Qu'est-ce que vous pouvez en raconter ? Peut-être que vous avez des anecdotes ou ce genre de choses-là. T'as marqué dans la réponse aux questions qu'on a rencontré des gens loufoques, c'est ça ? C'est eux que... Heureusement qu'il y avait des animaux. Il y avait des chèvres et des chiens. Disons que ils étaient un peu particuliers, ils avaient un mode de vie particulier parce que l'idée, le concept de ce château, c'était de créer une communauté geek. Parce que les propriétaires donc travaillaient dans l'informatique et eux-mêmes ils essayaient d'être autonomes en électricité, en eau. Autosuffisants, c'est ça. Ils avaient commencé, il y avait une bonne base. Il y avait une bonne base, ouais. Ils avaient un jardin, des chèvres, des chiens, des chats. Un 4x4. Un 4x4. Un 4x4. Qui servait juste à ça. À s'échapper si jamais des gens malveillants venaient. On est tombé un peu sur des... Je suis désolé, j'ai beaucoup de termes en anglais, mais des survivors. À force d'être isolés du monde entier, je crois que ils ont développé une petite paranoïa. Du monde extérieur. Ils s'inventaient un peu des vies aussi. Ouais, c'était compliqué. Ça allait loin, c'est des histoires. Des histoires loufoques. Tu savais plus distinguer le vrai du faux. Ouais, limite mythomane, même sans le vouloir, mais peut-être que se projeter dans une réalité qui est la leur. Donc on a été bercé sur le fait que au début du château, lui était seul, un peu en mode survivaliste. Ouais. À le surveiller. Il dormait dans une tente, dans une partie du château. Il surveillait jour et nuit. Un jour, un ours est entré d'ailleurs. Un ours est entré et le chien l'a sauvé. Oui. Voilà, toutes ces histoires en arrivant directement. Ouais, ça te met direct dans l'ambiance, je pense, non ? Donc toi, t'arrives de 1000 km de vélo. Et... C'est ça, donc à la limite, c'était pas trop flippant, c'est juste... le mec, il mettait pas la pression, mais tellement toutes ces histoires, ça a créé une pression. Quand tu sais que tu vas devoir rester seul. Ouais. La nuit, t'es pas spécialement serein, même si, c'était... Non, mais en gros, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Au final, ça s'est bien passé. À part le brame des cerfs la nuit. C'est ça, ouais.
Rien de dramatique. Beaucoup de blabla pour pas grand-chose, finalement. Mais ça vous a plu quand même. Ouais. Vous avez pu quand même rencontrer des gens et... Ça nous a plu aussi parce qu'ils sont partis en vacances. Voilà. Donc on était seuls au château. C'est ça. Et puis après, au fur et à mesure, il y avait des gens qui venaient pour préparer le shooting de l'émission télé. TV. C'est ça, ouais. Ok. Et vous, est-ce que ça vous a apporté des choses en particulier ou... On a appris à s'occuper des animaux. Plein de petites choses. À courir après les chèvres. Et les chiens qui fuguaient. Ah oui. Non, mais c'était chouette. Il y avait les chèvres à surveiller. Pareil, il y avait ce côté pression. On est en milieu des ours. Donc, quand toi, t'arrives, tu dis je vais surveiller des chèvres dans un territoire où potentiellement il y a des ours. Tu sais pas à quoi ça ressemble. Tu lis les news en France ou en Ariège ou je sais plus où. Ouais, c'est ça. Et voilà. Donc, toi, quand t'as jamais gardé d'animaux de la ferme comme ça au milieu de la montagne, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Tu t'es senti comme le berger dans la Bible, voilà. tu vois, qui te fait paître son troupeau. Ouais, c'est ça. Au début, tu te dis bon, ok, d'accord. Après, il y avait 4 chiens. Et alors, les chiens, il fallait respecter un mode de garde. Tous ne pouvaient pas être dehors en même temps. Certains fuguaient, donc avaient un collier GPS. Ah ouais. Et donc on avait un 4x4 pour aller les chercher exprès. Tout ça au milieu de la forêt d'un endroit où t'as pas de réseau, etc. Tu connais pas, voilà. Donc non, c'était super intéressant. Mais ça t'apprend aussi à avoir un peu de grâce pour les gens en fait. C'est ça. Ouais. Parce que tu sais qu'il y a un côté un peu psychologique, si je peux dire ça comme ça. Mais du coup, tu dois aussi te mettre une limite pour toi-même, pour te protéger. Et puis, en fait, juste accepter, oui, il y a des gens qui vivent comme ça. Et en fait, il y en a plein. Il y a des gens qui se droguent pour travailler, sachez-le. Ouais. Et non, mais même après, sur notre route, on a rencontré d'autres phénomènes. Ouais, j'aime bien ce terme de grâce, tu vois. Est-ce que vous avez eu l'occasion de prier pour certaines personnes ou ce genre de choses-là Ouais, sur la route, pour des gens qui... Enfin, une personne en particulier ou d'autres Je me souviens que d'une. Un monsieur qui nous a pris en stop. En Albanie, c'était ça. Ouais, parce que du coup, après la Slovénie, vous avez donc continué votre voyage. C'était pas la fin, c'était une étape. C'est ça. Vous êtes passé par l'Albanie et le Monténégro, notamment. Alors, d'abord le Monténégro. Et la Croatie, c'est vrai, oui. On a lâché les vélos en Croatie. Je vais pas énoncer le nombre de raisons qui ont fait que, mais pour une des raisons, il fallait aller très vite, il fallait aller plus vite. Il y avait plus beaucoup de pistes cyclables. Puis en fait, on se rendait compte aussi que ça allait prendre énormément de temps d'arriver jusqu'en Grèce. L'hiver arrivait quand même. Oui, bah oui, je suppose. Et puis en fait, on était juste dans une autre phase. Ouais, du coup, on a décidé de continuer en sac à dos. Et donc, c'est plus un temps pour le vélo. Autostop, tout ça, ce genre de choses. En gros, on a traversé les Balkans en stop. Ouais. Ok. Jusqu'en Grèce, on a fait que du stop. Ça a dû être un soulagement quand vous êtes arrivé en Grèce, non? Alors, quand on a passé la frontière d'Albanie, quand on est arrivé à la frontière en Albanie pour aller en Grèce, voilà, on a eu de nouveau une petite histoire. Et... Encore un loufoque, mais... On nous a pris en stop, mais en fait... Ne fais pas peur aux gens, les gens vont croire que l'Albanie, c'est dangereux. Non, ils sont très gentils. Les Albanais sont très gentils, mais en fait, voilà, c'est aussi très culturel. Et puis, ils profitent du fait d'être près de la frontière pour un peu demander beaucoup d'argent à ceux qui le prennent en stop ou en taxi. Voilà, les prix sont exorbitants, alors qu'en fait... ça n'a pas lieu. Ça vaut pas, Non. En fait, du coup, la dernière expérience albanaise était un peu tristement... Enfin, pas une réussite. Et du coup, on était un peu déçus d'arriver comme ça en Grèce. Heureusement qu'il y en avait 5 ou 6 autres avant qui ont rattrapé. Ouais, ok. Mais le fait d'arriver en Grèce, juste parce qu'on est arrivé en Grèce, non, je crois pas. Si, quand on est vraiment arrivé à Athènes, on s'est dit, ça y est, on y est, quoi. C'est ça. Ouais, pas plus que ça, pas plus d'effusion de joie que ça. C'est ça, non, c'était... Non, parce que finalement, on n'était pas arrivé à vélo non plus. C'est ça. Donc, je pense qu'à vélo, on aurait peut-être plus senti les kilomètres. Raison, dans tout ce parcours, est-ce que vous avez eu l'occasion de pouvoir rencontrer des chrétiens, d'échanger sur différentes cultures, mais du coup plus spirituelles? En Slovénie, on a eu une grande discussion avec... un des... pas propriétaire, l'employé du propriétaire en fait. Un bon athée, si on peut dire ça comme ça. Un ancien catholique forcé. Oui, c'est ça. Forcé, catholique très traditionnel, très rigoureux. Qui a été obligé en fait par sa famille d'aller au catéchisme et tout ça. Et en fait, il nous avait confié qu'il avait vécu des choses très très difficiles à l'école. Pour lui, il n'a pas vu Dieu dans ce moment-là en fait. Et du coup, on a discuté au moins 2 heures, je crois. Ouais, il s'est senti abandonné. C'était un soir où on avait une réunion justement sur Zoom avec Mario. Et il nous dit, vous avez un meeting à cette heure-ci? Je dis, oui. Et c'est sur quoi? Il dit, on parle de Dieu.
de Dieu, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Ok. Et c'est comme ça que vous avez pu enclencher la conversation. Du coup, on a quitté le zoo, mais c'est ça. Ok, cool. On a discuté avec lui. On a discuté, c'était très intéressant. Après, des croyants, on a croisé quelques croyants parce qu'en fait, en Albanie, c'est plutôt des orthodoxes. Et on a croisé pas mal d'orthodoxes, en fait. En fait, on voyait souvent... En fait, le problème, c'est que c'est des pays où ils parlent pas très bien anglais. Donc, nos conversations étaient souvent très limitées. Mais par contre, alors c'était quel pays? Est-ce que c'était la Croatie? Mais souvent, quand on était pris en stop et qu'on passait a priori dans des endroits ou des routes un peu, je sais pas, peut-être où il y avait eu un accident ou quoi, souvent les conducteurs faisaient le signe de croix, mais de manière plutôt superstitieuse en fait. Ouais. Et pendant tout le trajet, on le voyait plusieurs fois. Enfin, on voyait plusieurs fois la personne faire des signes. On n'a pas eu vraiment de discussion spirituelle, je crois, à part la personne pour laquelle tu as prié. Ouais. On a prié. À part la personne pour qui on a prié, qui nous a montré son bracelet. Et en gros, moi, de ce que j'ai compris, il était orthodoxe, je pense. Et il disait qu'en gros, il nous a fait comprendre qu'il était chrétien. Mais voilà, là aussi, la prière, c'était en italien. Et avec les 3 mots qu'on connaissait en italien. Et voilà, quoi. Donc, non. Je pense qu'on n'avait pas suffisamment le temps, et même quand tu connais pas trop la culture, tu sais pas trop comment aborder le sujet. C'est ça. Et il y a c'est des pays beaucoup musulmans en fait aussi, là où on était. Donc, Est-ce que vous avez même poussé jusqu'en Turquie, c'est ça, après la Grèce? Pourquoi en fait cette décision? C'était l'étape suivante. Oui, on s'était dit que ce serait génial si on arrivait en fait jusqu'en Turquie. La Turquie c'était le bonus après la Grèce. Et du coup, on a pris cette fois-ci un avion d'Athènes jusqu'à Istanbul parce que les bus coûtaient beaucoup trop cher. C'était beaucoup trop long aussi de tourner en bus. Est-ce que vous avez des perspectives futures? Parce que là, vous êtes rentré en France du coup pour les fêtes. Est-ce que je pense que vous comptez repartir à un moment donné? C'était ça l'idée de la Grèce et de la Turquie. On arrive en Grèce, en Turquie. Donc du coup, une fois que tu arrives en Turquie, tu es entre 2 continents. Où est-ce que tu vas? Tu pars à l'est ou tu pars au sud? Voilà. C'était surtout ça en fait. C'est une fois que tu es en Turquie, tu peux t'as encore plein de choix possibles si tu essayes de pas beaucoup prendre l'avion évidemment. Et du coup, on est rentré juste pour dire bonjour à Omicron au final. C'est ça. Mais les perspectives, c'est le sujet du moment. Ouais, c'est le débat du moment. C'est le débat du moment. Le plus probable, ce serait certainement l'Égypte. C'est ça. Ok. Franchement, merci pour votre voyage. C'était trop bien. Je suis fatigué rien que d'en avoir parlé. Et pourtant, il reste encore une partie dans l'émission. On va maintenant s'attarder au gros sujet. On arrive donc à la dernière partie de notre émission, le gros sujet. Alors, j'ai rappelé vite fait le principe de cette partie-là. À chaque émission, on abordera un sujet précis de la vie chrétienne et ensemble, avec les gens autour de la table, on entamera une réflexion autour de ce sujet en amenant des témoignages, des expériences vécues, mais aussi, parce que c'est important, des références bibliques. Et aujourd'hui, on a choisi un thème, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. Le thème, c'est « Vivre sa foi hors Église ». Que ce soit quelque chose qui est choisi ou subi, on peut tous être amenés à expérimenter cette situation une fois dans notre vie, je pense. Et on va voir du coup comment le vivre, pourquoi le vivre aussi parfois, les bénéfices mais aussi les difficultés. On va même faire un petit détour historique pour tenter d'amener des éléments à notre débat. Et j'aimerais commencer d'abord avec ce verset qu'on trouve dans Matthieu 16, verset 18, qui nous dit « Eh bien moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. » Et je pense que pour débuter, on va d'abord définir la notion d'église. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'église? Et là, je crois que Mélissa, tu as bossé le sujet. Yes. Alors, on va quand même préciser que quand on parle de vivre sa foi hors église, c'est l'église, le bâtiment, et c'est pas l'église avec un grand E comme on en parle dans la Bible, mais je veux quand même donner la définition de l'église selon la Bible avec un grand E. Donc, c'est une communauté de croyants unis à Jésus-Christ par le moyen de la foi et du Saint-Esprit. Donc, il n'est ni question d'un bâtiment ni d'un lieu. Et d'ailleurs, le terme « église » avec un petit « e » pour désigner le bâtiment est un terme moderne dont il n'est pas question dans la Bible. Mais nous, dans ce débat, on va vraiment parler de vivre sa foi hors église, hors le bâtiment, mais pas hors la communauté de croyants. Hors la communauté de croyants, de frères et de sœurs que représente l'église. Donc, je propose qu'on ouvre les discussions. Est-ce qu'il y a un thème en particulier ou quelque chose dont vous voulez parler Comme tu disais, on peut déjà définir peut-être 2 points et même plus, mais il y en a 2 principaux que moi je voulais aborder. C'était qu'il y a cette catégorie de personnes qui a pris la décision de vivre du coup sa foi hors église,
hors le bâtiment. Et il y a aussi les personnes qui n'ont pas eu le choix. Donc si on va par exemple dans la partie de ceux qui ont pris cette décision, alors je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut prendre cette décision. Et je peux en citer quelques-unes, et peut-être que Naomi et Étienne pourront appuyer peut-être avec leur témoignage personnel. Mais il y a ceux qui, je pense déjà, n'ont pas trouvé leur place au sein du système d'église. Et c'est un fait. Et par exemple, pour mini témoignage, je peux parler de mon expérience quand j'étais à Poitiers, quand on était à Poitiers. Oui. Donc nous, on a toujours connu le contexte de sa foi dans l'église, donc dans le bâtiment. Et donc quand on s'est retrouvé à Poitiers dans les études universitaires, et ben on a changé de ville, enfin on a dû partir, donc il a fallu trouver une nouvelle église. Et pour notre part, quand on a été à Poitiers, on a finalement, je pense qu'on peut dire qu'on n'a jamais vraiment trouvé l'église qui nous convenait. À 100%, non. Ouais. Pendant un an, on a d'abord été dans les ADD, Assemblée de Dieu, s'il y en a qui connaissent. Et c'était une église 100% jeune. Ça aurait pu nous plaire parce qu'à l'époque, on était jeunes à la fac. On est toujours jeunes, mais... Non, mais voilà, ça aurait pu nous plaire, mais nous, ça nous convenait pas. On n'y trouvait pas vraiment notre compte. La louange était très dans le spectaculaire et c'était pas trop ce qui nous touchait. Donc, on est resté un an dedans et on a fini par vouloir essayer une autre église, un autre mouvement. Donc, on est allé chez les baptistes et là encore, on n'a pas vraiment trouvé notre place non plus. On s'est pas spécialement senti intégré. On n'était pas spécialement à l'aise et donc, toi, t'es parti. Moi, je suis restée une 3e année et au bout de cette 3e année, moi, j'ai décidé de me dire, ok, je vais pas aller à l'église puisque je trouve pas mon église et je vais rentrer dans des cultes perso les dimanches matins. Et ça, c'est un processus pour moi qui a été assez dur. Ayant été élevé dans le contexte, on vit sa foi dans l'église, dans le bâtiment. Il se passe des choses dans l'église, voilà. etc. Il a fallu du temps pour se dire, ok, j'y trouve pas mon compte et c'est ok, c'est normal et tout le monde n'y trouve pas son compte. Et donc voilà, donc moi j'ai pris la décision. Tu l'avais choisi à ce moment-là, ouais, voilà, de me dire, ok, je trouve pas, donc je passe mon propre temps toute seule avec Dieu. Et puis bon, ça n'a pas duré tant de temps que ça parce que finalement, en 3e année, j'ai arrêté après le premier semestre la fac. Je suis rentrée chez moi et je suis retournée dans mon église. Voilà. Au bercail. Mais j'ai vécu pendant 6 mois ce contexte de pas vivre sa foi dans l'église, dans le bâtiment, quoi. T'as pu franchir le pas. Oui, voilà, j'ai franchi le pas et pourtant, ça n'a pas changé sur le fait que Dieu m'a parlé, que j'ai vécu des choses aussi. Je sais pas si un de vous deux, c'est pour cette raison-là ou... Dans mon cas, moi, c'est un mix un peu de ton expérience, par exemple, avec un contexte géographique, plus sanitaire aussi, finalement. On a fréquenté un tout petit peu l'église Saint-Nicolas, par exemple, à Strasbourg. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Je faisais un petit peu la louange de temps à autre par une amie qui, elle, était... beaucoup plus investi là-bas, enfin qui connaissait un peu mieux l'église. C'est pas le choix de ne pas faire partie d'une église version 4 murs. Hein. C'est plus une saison comme toi en fait, où tu te cherches et où tu réfléchis à ce qui pourrait te correspondre ou des choses en fait qui... Un peu plus que ce que tu connais déjà, quoi. Ouais, voilà. Et puis en réfléchissant un peu sur ce sujet, si je peux faire le parallèle avec le voyage, en fait, à un moment... on se faisait la réflexion que c'était très dur de se dépouiller de sa culture pour ne pas entrer dans le jugement d'autres cultures, d'autres manières de faire. Et dans l'église, en fait, je pense que quand t'as grandi dedans, t'as tellement été habitué à une façon de faire qu'il y a un moment où je trouve c'est intéressant d'arriver à te dire que tu vas te dépouiller de ce que tu connais et voir si ce que tu connais, en fait, c'est vraiment vrai ou alors c'est par habitude. Et je me dis, ce serait peut-être intéressant pour ceux qui ont toujours grandi dans l'église à un moment de voir, en fait, si t'es seul, est-ce que t'es vraiment seul ou... Enfin, voir qu'est-ce qui te fait avoir ta foi, quoi. Ouais, si, ça peut coller. Hein. Moi qui n'ai pas vraiment fréquenté d'église de mes 11 ans à peut-être mes 29 ans, donc une grosse période. Au final, j'ai pas ressenti peut-être parce que j'étais jeune, mais j'ai pas ressenti le manque de quelque chose. Ou le besoin. Non, j'avais ma foi, je vivais avec... T'as toujours réussi à grandir dans ta foi et mûrir dans ta foi malgré le fait que... D'une certaine façon, oui. Après, c'est vrai que avoir un pasteur aussi qui explique, ou même pas forcément qu'un pasteur, mais avoir quelqu'un aussi qui t'explique les textes et les choses comme ça, forcément ça aide à aller quand même beaucoup plus vite. Ouais, bien sûr. Mais
n'ayant jamais réellement eu d'église fixe ou de communauté vraiment fixe, j'ai vécu avec et par exemple, j'ai pas eu le même ressenti ou le besoin urgent de trouver un endroit où te rentrer. poser. Voilà, c'est ça, exact. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose de réflexe, personnel et d'intime. C'est quelque chose qui n'était pas ni attaquable ni négociable par d'autres personnes. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça me fait penser un peu à nous. Toi, Mélissa, t'as toujours été élevée, comme tu le disais, dans l'église, etc. Et moi qui suis venu au Seigneur, j'avais 16 ou 17 ans. J'ai beaucoup moins cette sensation comme toi de me dire, oh, je suis attaché à là, faut que je reste là, etc. Tu vois ce que je veux dire? J'ai aussi, je trouve, un peu plus cette liberté à me dire, c'est pas grave. C'est pas parce que je suis pas entre quatre murs. L'église, c'est la communauté. Je peux aller voir un pasteur pour m'expliquer des textes comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va peut-être faire du mal à certains. Mais moi, j'appréciais la ponctualité. Des fois, enfin, pas la ponctualité, mais des fois, d'y aller une fois de temps en temps, mais pas systématiquement. Après, je conçois qu'une église, ça fonctionne aussi avec des gens qui font souvent fonctionner régulièrement, etc., régulièrement. etc. Mais je pense que moi, je fais pas partie de ces personnes-là, entre guillemets. Je pense qu'il faut toujours avoir une ouverture d'esprit dans ce sens-là, où se dire, ah bah si aujourd'hui j'ai envie, ou ce genre de choses-là, bah j'y vais, quoi. Et inversement, se dire si une fois, là, dimanche matin, je sens qu'il faut que peut-être je prenne un temps personnel avec Dieu. Moi, je me suis jamais sentie spécialement isolée non plus, parce que du coup, il y a des amis avec qui je partage beaucoup et on prie. Et, j'ai pas ressenti d'isolement en particulier. Donc, c'est pas forcément une vie chrétienne traditionnelle, on va dire. Mais il n'y a pas de gros manque derrière, vu qu'en fait, on a quand même une communauté au final. Puis vous faites aussi partie au final de ce groupe de prière-réflexion mené par notre pasteur ici à Bethel Mario, c'est ça? Ça a été une volonté de votre part aussi, je pense, de vouloir l'intégrer, non? Oui, clairement. Donc c'est que quelque part, vous avez aussi cette envie d'être dans l'église avec cette communauté de croyants, quoi. Ouais. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2021, avec Zoom, avec tout ça, on a beaucoup de moyens. Après, il y en a qui trouvent leur bonheur dans l'investissement dans l'église. Presque quotidien et heureusement. Moi, je suis plus dans cette saison-là, tu vois, en ce moment. De me dire, tu vois, par exemple, le podcast à Bethel ou la louange ou ce genre de choses-là, je suis plus dans... Et peut-être que, parce que j'ai que 23 ans au final, tu vois, peut-être que dans 10 ans, je serai en mode, j'ai besoin aussi de faire une pause. Peut-être même avant, hein. C'est toujours aussi des remarques que j'entendais. Je suis rentré dans l'église et j'ai quitté l'église. Pour moi, c'est ça me perturbe toujours d'en faire une annonce ou quelque chose comme ça. Pourquoi tu peux pas être dans une église et simplement oui, effectivement, t'as une saison où tu seras pas là. C'est quelque chose que j'intègre pas forcément. Alors je comprends le concept de dire je m'en vais parce que je m'en vais, je change de pays, je change d'endroit, je change voilà. Mais le fait d'acter ta sortie de la communauté, forcément t'en parles même si tu décides de te retirer pendant un temps. Mais là, je pense qu'il y a plus solennel, c'est un peu. J'ai trouvé ça un peu étrange. Un côté affectif entre guillemets, parce que comme Naomi ou Mélissa, t'as grandi dans une église depuis longtemps, le fait que la personne s'en aille, c'est toujours un petit peu triste entre guillemets, tu vois, surtout si la personne avait un service, tout ça. Je sais que toi, Mélissa, dans l'église de Rochefort, quand on est parti à Poitiers, il y a eu, comme tu dis, Étienne, voilà, on part, on quitte l'église, tu vois. C'est ça, on quitte. Ouais, c'est pas pour dire on quitte l'église, mais c'est juste pour dire voilà, en fait, ce qu'il faudrait, c'est ça, on s'absente. Ça, c'est une bonne formule, tu vois. Je m'absente de l'église. C'est ça, je m'absente de cette église. Par contre, Dieu m'attend ailleurs et j'y vais, quoi. Je trouve que moi, le terme quitter l'église et le concept, dans ce terme-là, le rendre solennel, j'ai encore du mal à le concevoir. Mais l'absence, oui. Ah ouais, c'est intéressant. Hein. Oui, parce qu'au final, vous n'avez pas vraiment quitté l'Église, parce que, comme on rappelle dans la définition, l'Église, c'est une communauté de chrétiens. Donc, en fait, vous le vivez autrement. Vous le vivez juste pas entre quatre murs dans un bâtiment, mais vous le vivez avec vos amis, vous le vivez au travers des réunions avec Mario. Donc, en fait, vous n'avez pas quitté l'Église, vous êtes simplement passé à autre chose et vous êtes absenté des bâtiments, mais vous n'êtes pas absenté dans votre relation à Dieu, ni dans votre vie spirituelle, quoi. Ouais. Donc effectivement, je trouve que quitter, c'est un peu dur. Après, c'est peut-être le premier mot qui vient, effectivement, mais finalement, c'est pas le bon terme. C'est pas ce qu'on dirait chez vous. l'église. Il ne fait plus partie. Il n'est plus des nôtres. Quitté. Et par rapport à votre expérience, comment ça... Alors peut-être moins chez toi, Étienne, que chez toi, Naomi, mais comment l'a pris la famille? Comment l'a pris l'entourage? Est-ce que ça a été bien vécu? Est-ce que vous avez...
eu des reproches ou, je sais pas, des personnes qui sont été n'ont pas insistantes, compris, qui n'ont pas compris, ouais. Des reproches, non. Des questions, ouais, de temps à autre. Ah, mais comment tu vis ta foi? Mais en fait, comme hier. Souvent, on se regarde, on se dit, bon, non. Pour moi, il n'y a pas de différence, en fait. Enfin, et je pense, pour moi, ça me pose un problème de me dire que s'il y avait une différence, c'est que j'aurais pas mis les choses dans le bon ordre. Et que si tu as besoin d'une église entre quatre murs pour vivre pleinement ta foi, ouais, je me dis, oups. Il y a peut-être un petit truc qui n'a pas été compris, entre guillemets. Mais du coup, non, enfin, pas de critique ou quoi que ce soit. Et puis, en fait, nous, on part du principe qu'en fait, on n'a rien à justifier. Donc... Depuis qu'on a décidé de partir voyager, on entendait moins cette phrase. T'as trouvé une église? Alors, t'as trouvé une église? C'est une question qu'on nous a posée aussi, nous. Ouais. T'as trouvé une église? En fait, l'église, elle est là. On est tous le temple du Saint-Esprit de Dieu. T'as quitté, tu vois, pour moi, c'est le terme, ça vexe. Mais un petit côté anxiogène, ouais. Mais on n'a pas eu de problème de ce côté-là, je dirais. De toute façon, qu'est-ce que tu veux dire des gens qui partent voyager? Ouais, mais là, j'ai envie de dire, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début. Là, on a parlé de ceux qui le choisissent, on va dire, mais il y a ceux qui le subissent. Par exemple, comme dit, quand tu pars en voyage ou quand tu as un boulot où tu as beaucoup de déplacements ou ce genre de choses-là, là, c'est quelque chose que tu subis aussi. Et dans ces moments-là, il faut bien que tu t'adaptes aussi, quoi. Pensons à ceux qui n'ont pas le choix et ne peuvent pas aller à l'église. Ouais, bien sûr, les murs, totalement. Ils font comment, eux? Totalement. C'est que ça doit être possible d'une certaine manière. Non, mais bien peut-être sûr. plus difficile, effectivement. Peut-être avec des parcours plus semés d'embûches. Mais au final, c'est peut-être la solitude qui rend les choses compliquées. Ne serait-ce que d'avoir une autre personne avec qui en parler, qui partage ta foi, qui partage ses convictions. Ça peut être ta bouffée d'oxygène dont tu as besoin pour tenir. Voilà. Je sais pas comment font les gens dans les pays où ils n'ont pas le choix. Ou dans les régions du monde où ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas aller à l'église. Où ils sont persécutés, par exemple. Non, mais c'est totalement ça. Donc, aussi. Effectivement, dans ces pays où les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi, qu'ils n'ont pas le droit de se rassembler, ils vivent des choses à la fois horribles et à la fois extraordinaires dans le nombre de conversions, et ça prouve que ils n'ont pas le droit de se rassembler dans un bâtiment, ils n'ont pas d'église comme nous on en a ici, et pourtant ils vivent leur foi, et pourtant ils trouvent le moyen de se rassembler, et pourtant il arrive des choses magnifiques en fait. En France, on a eu ça aussi. À l'époque où il y avait la persécution protestante, enfin les catholiques persécutaient les protestants à cause de certains rois, etc. Il y avait ce qu'on appelait les assemblées du désert, qui se faisaient notamment dans les Cévennes, donc c'est plus côté massif central de la France, où là les protestants du coup qui n'avaient pas le droit de se réunir dans les temples et ce genre de choses-là, faisaient les assemblées du désert, ils se retrouvaient dans des coins de forêt perdus ou ce genre de choses-là, et ensemble ils louaient Dieu, etc., etc. Donc c'est possible. Matthieu 18 verset 20, car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux, tu vois. Que tu sois dans les Causses, dans les Cévennes, ici à Bethel, parce que oui, dans les églises avec les murs, bien sûr qu'il y a la présence de Dieu, mais pas que, quoi. Il faut être au moins 2. Il faut être au moins 2. Au moins 2. Tu peux être seul au milieu de nulle part, comme tu disais, peut-être dans les endroits où on te persécute et tout, mais si ton voisin ou le mec d'en face, tu sais qu'il partage ne serait-ce que ça peut te permettre de tenir. C'est une aide, je pense, mais tout seul, ça doit être infernal. Ouais. C'est peut-être aussi là le but des églises avec les murs, c'est que, comme on disait, on parlait de saisons, parfois il y a des saisons où des gens ont été abîmés, etc. Et ils viennent par exemple ici à Bethel, comme nous, se restructurer, parler de leur foi avec des gens où de toute manière, quand tu es dans une église, tu sais que la majorité des gens ont la foi. Et donc je pense que ça peut être bien aussi pour certaines personnes de faire des stops dans les églises et après pour repartir évangéliser aux quatre coins du monde ou ce genre de choses-là. Alors je continue dans ma petite liste de versets, mais quand j'ai préparé ce thème, il y en avait vraiment beaucoup qui me sont venus et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Proverbe 18 verset 1, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Après, ce proverbe montre que faut pas se tenir totalement à l'écart, genre au fin fond, sans personne, sans quoi que ce soit. Mais comme tu disais, si déjà on est 2, ou même si déjà tu prends le parti de vouloir parler à Dieu, en fait, t'es plus tout seul. En fait, t'es jamais seul vu que Dieu est toujours là. C'est ça qui est beau. Ça y est, je suis optimiste, je suis joyeux, ça y est, c'est parti. Moi, j'aimerais terminer du coup avec cette phrase que
pareil, j'ai trouvé dans une prédication d'un pasteur protestant, et j'ai trouvé intéressant, peut-être que ça va poser encore une question pour la conclusion, mais c'est pas grave, ça vous laissera en pleine réflexion comme ça. L'Église n'est pas un but, mais une aide, une pédagogie. Et en tant que pédagogie, elle participe au paradoxe de tout éducateur qui est d'apprendre à son élève à pouvoir se passer d'elle. Peut-être que le but ultime de l'Église serait d'amener les chrétiens à l'autonomie, de permettre aux gens de se passer de l'Église en étant dans une relation parfaite et immédiate à Dieu lui-même. Amen. C'est pas de moi. Voilà, j'espère que ce débat, chers auditeurs, vous aura plu. Et je pense que maintenant, on va passer à la conclusion. Et voilà, on arrive au terme de cette deuxième émission. Je tiens à remercier Mélissa, Naomi et Étienne, bien sûr, d'être venus. Franchement, c'était super cool, super enrichissant. Merci beaucoup d'avoir accepté encore. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Que Dieu puisse vous guider encore vers plein de pays, l'Égypte, où on verra selon le Covid. En tout cas, merci, toi, cher auditeur, qui nous a écoutés. Avant de te laisser, j'ai une petite annonce à faire. C'est que si maintenant, vous voulez nous contacter pour nous envoyer des remarques, des suggestions, des questions, vous pouvez nous contacter à une adresse mail en minuscule upab68@gmail.com. Voilà, ceci étant dit, on se dit au mois prochain. Portez-vous bien. À bientôt. Salut. Ciao.